Merci. Bonsoir, je me présente, Delia Venta, présidente de la Maison 24. Je voulais vous remercier tout d'abord à chacun d'entre vous d'être ici ce soir, qui êtes venus pour écouter Mathieu Ricard et Alexandre Jolien, qui vont partager avec nous cette si belle complicité qui les anime. Je voudrais tout d'abord remercier bien sûr Mathieu et Alexandre de leur générosité, de leur amitié, de leur fidélité. Ils nous offrent cette conférence, ils l'offrent au profit de la Maison 24 et cela va nous permettre de pouvoir continuer à nourrir de nombreuses personnes en grande difficulté. Et d'assurer, grâce à cela, ce qui nous tient le plus à cœur, un lien humain. Je voudrais aussi rendre hommage au professionnalisme et à la qualité relationnelle de l'équipe du Palio, de l'équipe technique et logistique qui, grâce à leurs conseils, nous ont permis de vous accueillir ce soir dans les meilleures conditions. Et je voudrais remercier aussi par-dessus tout tous nos bénévoles qui, grâce à leur action, leur soutien, leur fidélité, depuis 6 ans, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, jour férié, ils sont toujours là, ils répondent toujours présents et ce soir encore, ils sont 66 à être parmi nous, parmi l'équipe d'organisation pour vous accueillir. Un autre remerciement encore bien évidemment à nos fidèles donateurs, à nos partenaires privés, publics, grâce auxquels nous existons, sans lesquels nous ne pourrions pas exister. Vous pouvez les découvrir sur nos supports de communication. Merci. Donc la Maison 24, pour vous résumer en quelques mots, c'est d'abord à la base une aide alimentaire. En 2018, sur Périgueux et la commune de Plazac, nous avons distribué à peu près 130 000, des colis à 130 000 personnes. Nous avons servi 16 000 repas dans la rue et récolté à peu près 130 tonnes de denrées, principalement auprès de la Banque alimentaire. Mais notre souhait, c'est que ça ne s'arrête pas juste à une aide alimentaire. Nous avons également, depuis 6 ans, développé un jardin partagé, un atelier cuisine, un atelier beauté, estime de soi, des cours de conversation en français pour les migrants et une cellule d'écoute et également un goûter de Noël, ce fameux goûter de Noël, le 25 décembre, qui réunit tous ceux qui ont rarement l'occasion de l'être. Voilà, je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, c'est de plus en plus difficile. Nous avons de plus en plus de demandes à la Maison 24 de nourriture et de moins en moins de denrées. Je laisse maintenant la parole à Pelzang, au bien-aimé Pelzang, vice-présidente de la Maison 24. Bonsoir à tous. Alors, je vais être très bref, je vous rassure. Moi, je voulais vraiment insister pour remercier tous les bénévoles de la Maison 24 qui, durant toutes ces années, ont permis et permettent encore de nourrir toutes ces personnes, de les accompagner, toutes ces personnes qui ont besoin de nous pour diverses raisons. Je crois que la précarité, on résume beaucoup de choses, c'est assez nébuleux et on ne se rend pas bien compte, en fait, finalement, que elle peut nous toucher à n'importe quel moment de notre vie. Les accidents de vie, ça peut arriver à n'importe qui. Et moi, mon expérience au camion et à la distribution de la Maison 24, c'est de me rendre compte que beaucoup de ces gens, c'est des gens un peu comme vous et moi qui finalement ont eu du mal à un moment et on a eu la chance de pouvoir les aider, de toujours les aider, certains qui en ont encore besoin. Donc je remercie vraiment énormément tous les bénévoles de la Maison 24 qui se sont vraiment impliqués, qui s'impliquent encore tous les jours pour cela. Il y a un proverbe africain qui dit si vous voulez aller vite, marchez seul. Si vous voulez aller loin, marchez ensemble. Donc ce soir, moi je veux vraiment remercier Mathieu et Alexandre qui nous ont donné la chance d'organiser cette conférence pour permettre à la Maison 24 d'aller beaucoup plus loin. Merci à vous et je vous souhaite une excellente soirée.
Allez, vas-y, Coco. Merci de votre accueil. Nous sommes très heureux de vous retrouver ici. J'ai déjà eu la bonne fortune de pouvoir faire déjà avec des amis une conférence pour le bénéfice de Maison 24 et de tous ceux que Maison 24 aide. Donc c'est avec une grande joie que Alexandre aussi a accepté de nous rejoindre pour non seulement partager des idées qui nous sont chères, mais que ça soit aussi un moment de partage, un moment de solidarité. Donc merci à tous ceux qui œuvrent toute l'année pour Maison 24 et vous autres qui soutenez cette belle œuvre. Donc merci à vous d'être ici ce soir. Lorsque nous avons dialogué, tout d'abord dans les forêts de Dordogne et puis en Suisse avec Alexandre et notre ami Christophe André, donc il manque un dans le trio infernal. Tous les matins, nous commencions par essayer de vérifier notre motivation. Pourquoi faisons-nous ça? Pourquoi faisons-nous ce dialogue? Pourquoi le mettre par écrit? Pourquoi être ici devant vous ce soir? Les journalistes avant nous demandaient, mais en fait, pourquoi faites-vous cela? Et donc effectivement, c'est une question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on fait ça simplement pour se faire mousser, pour polir notre narcissisme inné, ou est-ce que vraiment notre seule intention, c'est effectivement, si ça peut être utile, ne serait-ce qu'à une personne, ça vaut la peine de faire des efforts, de mettre nos idées au clair et de les partager. De la même façon, je pense que si vous êtes venus, c'est aussi pour faire quelques pas sur ce chemin de liberté intérieure, de devenir un meilleur être humain pour mieux se mettre au service des autres. Donc je vous invite pendant quelques secondes de faire ce que nous faisions tous les matins, à savoir d'engendrer une motivation bienveillante, altruiste, de se dire, voilà, je vais participer à cette rencontre, écouter, pour nous autres parler, avec l'idée que puisse cela être utile à tous ceux qui nous entourent. Donc, essayons d'engendrer ça en notre esprit, ça participe à notre chemin de transformation. Donc, quelques instants. Comme dit souvent Alexandre, on est bien là. Hein. Je me rappelle, on était à Bruxelles dans les coulisses d'un théâtre, dans un escalier tout noir, avec Christophe assis sur des chaises branlantes. Et Alexandre disait, on est bien là. Hein. Donc voilà, c'est question d'être bien ensemble. Donc Alexandre m'a demandé de faire une très courte introduction sur notre sujet. Alors, il est clair que nous sommes à fond pour la liberté extérieure. Ce n'est pas du tout qu'on se regarde le nombril, qu'on néglige la justice sociale, que l'on néglige toutes les difficultés qu'il y a dans le monde, le défi du réchauffement climatique et autres. Il est évident que nous devons faire tout ce qui est possible pour contribuer à la liberté de ceux qui en sont privés. Mais ceci étant dit, il y a aussi le fait que nous avons affaire à notre esprit du matin au soir, que nous savons très bien qu'il peut être notre meilleur ami s'il fonctionne de manière équilibrée, mais aussi notre pire ennemi. Et l'on sait aujourd'hui,
d'après l'OMS, que le nombre d'heures et de jours que les gens dans le monde sont incapables de fonctionner normalement, de travailler, de faire ce qu'ils doivent faire, est maintenant principalement dû à des troubles mentaux de diverses sortes, la dépression, la schizophrénie, l'Alzheimer, qui fait qu'on ne peut pas vivre pleinement ce qu'on souhaite vivre. Donc il est clair que nous ne pouvons pas négliger la façon dont nous faisons l'expérience du monde, la façon dont nous traduisons les circonstances extérieures en bien-être ou en mal-être, et que bien souvent, nous ne sommes pas du tout aussi libres qu'on pourrait l'imaginer, à savoir que nous suivons nos automatismes mentaux, nos réactions, nos pulsions, nous sommes le jouet de ces enchaînements mentaux. Et les gens qui vous disent, pour moi la liberté c'est de faire tout ce qui me passe par la tête, c'est un bel exemple d'être totalement l'esclave de ses pensées. Donc il est clair qu'il y a des déterminants, des caractéristiques de cette liberté intérieure, que ça a un impact profond sur ce que nous sommes, sur la façon dont nous relions aux autres, notre façon dont nous sommes dans la société, et aussi notre manière de nous épanouir dans l'existence. Donc c'est ce thème qui nous a été très cher et que nous avons voulu explorer dans ce dialogue qui a mené au livre, le même titre que la conférence. Donc je voulais simplement souligner l'importance de cette liberté intérieure. Ce n'est pas simplement un luxe, un superflu, un détail. J'étais très surpris lorsque nous avons fait des interviews au moment de la sortie du livre en janvier, que même une revue consacrée entièrement à la psychologie, la personne se dit, mais finalement, c'est quoi la liberté intérieure? Il y a quand même donc effectivement du chemin à faire et quelque chose que nous devons tous éclaircir en nous. Bon, j'ai fait mon boulot, maintenant, à toi de jouer. Oui, bonjour à tous. Merci à la Maison 24, merci aux bénévoles, merci à Mathieu. Je suis très touché d'être ici, c'est le Périgord. Pardon, je suis pas sûr même. Je suis suisse alors. Je suis touché d'être à côté de Mathieu. Je me dis toujours que ça pourrait être la dernière conférence qu'on fait ensemble. Un copain me dit toujours un jour ça sera vrai. Et d'emblée, ça pose la question de la liberté. Comment apprécier la vie sans s'accrocher? Comment vivre dans l'impermanence? Comment vivre dans un monde chaotique? On a l'impression peut-être que la liberté, c'est un luxe. C'est une fois régler les affaires courantes, on pourra profiter de la liberté. Mais je crois que la liberté, c'est intimement lié à la question du bonheur. Et peut-être la première question qu'on peut se poser ce soir, c'est de quoi avons-nous besoin de nous libérer? Épictète, qui était un philosophe grec, quand on lui demandait « Qui es-tu ?» il disait « Je suis un esclave en voie de libération ». Et je trouve magnifique, d'ailleurs, toute la philosophie grecque se présente comme des exercices très concrets, une ascèse pour se libérer de tout ce qui nous empêche d'être ce que nous sommes au fond du fond. Les bouddhistes diraient que c'est la nature de Bouddha. Donc, en commençant cette soirée un peu, parce que souvent on a l'impression que le bonheur, c'est attraper quelque chose, posséder un truc, mettre le grappin sur du nouveau. Et la conversion induite par la voie du Bouddha, c'est se demander, mais on est tous équipés pour être heureux.
on est tous équipés pour être dans la joie et dans la paix inconditionnelle. La paix inconditionnelle, c'est la paix dans ses conditions. Il y a le maître zen Suzuki, hein, pas les bagnoles, le maître zen Suzuki qui dit toute notre vie, on la passe comme si on attendait de gagner au loto. Et la question de ce soir qu'on peut se poser, c'est quoi, vous dites le loto en France? Oui, ça marche. C'est quoi le loto pour moi? Qu'est-ce que du matin au soir, j'attends avec acharnement? C'est Pascal qui disait qu'on vit toujours le bonheur comme une privation. Quand je serai marié, je serai heureux. Ça dure en général 6 mois. Après, on se dit, quand j'aurai des enfants, je serai heureux. Et là, quand on doit se lever à 3 heures du matin pour... Et puis il y a la peur. Hein. Moi, quand ma première fille est née, j'avais tellement peur qu'elle je ne vais pas dire, mais j'avais tellement peur qu'elle meure que des fois la nuit je me levais et elle ne bougeait pas. Et j'essayais de souffler dessus et puis elle était déjà en méditation. Aucun mouvement. Et je me suis surpris un jour à lui mordre l'orteil pour voir si il y avait une réaction. Et là, je me suis dit, putain, t'es mal barré. Et pour moi, la grande question de la liberté, elle est corrélée à la joie. Comment être dans la joie dans un monde où on peut perdre un enfant, dans un monde où le regard de l'autre peut peser, dans un monde où il y a des désirs, des pulsions, une tyrannie intérieure. Et la liberté intérieure, pour moi, c'est d'abord se demander, c'est très beau ce que tu as dit, Mathieu, la liberté intérieure, elle n'est pas étanche, elle n'est pas étrangère à la liberté de l'autre. Et d'ailleurs, c'est magnifique ce que fait la Maison 24, c'est l'engagement. C'est avec les autres qu'on se libère de soi. Et donc, un premier point pour la liberté intérieure, c'est comment, dans ce décor, dans un monde qui est injuste, qui est inégal, comment trouver la joie et une voie qui est orientée vers les autres, qui est donnée à l'autre. Et je crois qu'un des premiers pas, c'est se désencombrer de soi-même. Mais on a souvent l'idée que se désencombrer de soi-même, c'est de l'ordre du renoncement. On doit faire des efforts, on doit se serrer la ceinture. Alors que, précisément, se désencombrer de soi, c'est se libérer des préjugés qui nous enferment, qui nous réduit. Alors qu'au fond du fond, on est une liberté inconditionnelle. C'est pas facile de parler après Alexandre. Comme disait Alexandre, c'est une des questions, c'est effectivement de quoi se libérer. Ce sentiment d'être libre d'une certaine façon, mais le sommes-nous vraiment? Et sinon, de quoi se libérer? Bon, c'est un petit peu ce qu'on s'était demandé au départ. Quels sont les obstacles à la liberté intérieure? Il y en a beaucoup.
Et aussi, qu'est-ce que c'est la liberté intérieure, encore une fois, si ce n'est pas faire tout ce qui vous passe par la tête? Il y a un exemple qui peut-être peut nous aider, c'est celui par exemple d'un navigateur, quelqu'un qui navigue à la voile. Qu'est-ce que c'est pour ce navigateur que la liberté? On pourrait dire, si c'est justement faire tout ce qui vous passe par la tête, ça serait de laisser le bateau partir au gré des vents et des courants. Généralement, ça se termine par un naufrage. Donc, de façon un peu paradoxale, la liberté pour le marin, c'est de prendre la barre, de régler les voiles, de maîtriser le bateau de sorte qu'il puisse naviguer vers l'île ou la direction qu'il s'est donnée. Donc cette liberté va de pair avec une forme de maîtrise qui assure son autonomie, son indépendance. Donc il y a beaucoup de choses qui font obstacle à cela, ces pensées sauvages. Alexandre parlait aussi de se libérer de ce qui nous éloigne de ce sentiment de satisfaction profonde, d'accomplissement, de bonheur. Je crois qu'en France, on parle de la loterie plutôt que du loto, mais enfin, c'est pareil. Et donc, un des obstacles qui, personnellement, résonnait beaucoup en ce qui me concerne avec tous les enseignements que j'ai reçus de mes maîtres bouddhistes, c'est le manque de discernement. Et le manque de discernement, c'est chercher le bonheur là où il ne se trouve pas, tourner le dos à ce qui vraiment pourrait nous apporter ce sentiment de satisfaction profonde, et puis se précipiter comme s'il y avait une sorte de dépendance ou d'addiction aux causes même de la souffrance. Et donc ça, malheureusement, c'est bien souvent le cas. Donc effectivement, s'imaginer qu'en étant le plus beau, le plus riche, le plus célèbre, et que tout soit formidable dans les conditions extérieures, avoir tout pour être heureux, en gros, on a autant de chances effectivement de trouver un profond sentiment d'accomplissement que de gagner à la loterie. Et quand on voit des gens qui ont tout ça, puis on apprend brusquement qu'ils ont eu une dépression nerveuse, etc., on dit mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce type-là? Moi, si j'avais tout ça, bien sûr que je serais heureux. Si j'avais ma Ferrari et tout ces trucs-là. Et on s'aperçoit effectivement que ce n'est pas le cas. Donc se demander, le discernement, c'est effectivement d'identifier quels sont les facteurs qui, dans ma manière d'être, ma manière de penser, de gérer les pensées, ma manière de parler, ma manière d'agir, ma manière d'interagir avec les autres, un ensemble de causes et de conditions qui vont être favorables au double épanouissement de soi-même et d'autrui. Donc ce n'est pas évident. Ça demande effectivement beaucoup de discernement, et on peut appeler ça la sagesse. Alors, notre premier dialogue, c'était 3 amis en quête de sagesse, alors qu'il n'y avait pas un chapitre sur la sagesse, mais bon, c'est pas grave, on a trouvé le titre après. Toujours est-il que ce manque de discernement, en gros, c'est se précipiter vers les causes de la souffrance en tournant le dos à ce qui vraiment constitue le bien-être. Donc ça, c'est un obstacle à la liberté, parce qu'on ne fait que finalement continuer à perpétuer des automatismes qui apportent un sentiment d'insatisfaction profonde. Et en ce moment, je suis en train de travailler un auteur grâce à une amie qui est ici présente et que j'aimerais remercier, un auteur qui s'appelle Chogyal Trungpa, qui est un maître tibétain que j'aime beaucoup, et grâce à Mathieu, je fais des Skype avec ses anciens disciples. Et justement, la question qui me travaille, c'est comment demeurer dans la joie, Mathieu, dans un monde où tout part en couille. Comment glaner de la joie dans un monde fragile. Et il y a un disciple de Chogyal Trungpa, ça c'est écrit comme ça se prononce, qui a dit, parce que je lui ai demandé comment on pourrait résumer en 2 phrases la philosophie de Trungpa, et il m'a dit, premier truc, don't be afraid by yourself. N'ayez pas peur de vous-même.
Et moi, ce qui me plombe du matin au soir, c'est le devoir de jouer un rôle, y compris dans la spiritualité. Il y a comme un malentendu qui plane qu'on devrait sourire, être sympa, et si c'est forcé, c'est complètement épuisant. Et n'ayez pas peur de ce que vous êtes, c'est aussi faire l'expérience. Quand je me retrouve seul dans ma chambre, c'est quoi qui monte du cœur? C'est la peur, c'est l'avidité, la colère. Quand tu parlais tout à l'heure, on est en permanence confronté à notre propre esprit, qui peut être un tyran total. Et la solidarité, c'est permettre à l'autre d'être ce qu'il est. Il y a Swami Prajnapath qui dit « L'amour consiste à aider l'autre à relâcher ses tensions ». C'est très concret quand on rentre dans une pièce, quand on croise quelqu'un, se demander qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant pour l'aider à relâcher ses tensions. Déjà, si on démarre ça dans un couple le matin venu, lunettes des toilettes, problème, les enfants qui partent à l'école toujours en retard. Moi, je me surprenais de leur dire dépêchez-vous, mais pas vite d'aller à l'école. Putain, au début que j'étais papa, j'ai dit à ma femme un parent ne devrait jamais hausser la voix. Ma femme est partie en stage 2 jours. Putain, j'avais les cordes vocales qui allaient péter. Mais pour organiser que tout marche, les repas, les horaires, il y a toujours un truc. D'ailleurs, c'est la première noble vérité. Tout est souffrance. Ça ne veut pas dire qu'on est torturé du matin au soir, mais ça veut dire que quoi qu'on fasse, il y a quelque chose qui va foirer. Mais c'est soulageant de se voir ça. C'est tellement soulageant de voir, finalement, c'est incontrôlable. Et quelqu'un me disait... que plus on veut contrôler, finalement l'éveil, c'est ne plus vouloir manipuler, contrôler les choses. Difficile. Pas vouloir contrôler son enfant, pas vouloir contrôler sa femme. Ça, c'est un sacré boulot. C'est du plein temps. Donc, don't be afraid. Ne pas craindre qu'il en ait, ne pas jouer un rôle, y compris avec le corps. Quand on est handicapé, on se ramasse plein la gueule. Là, je suis très touché d'être avec vous, et je pensais dans l'avion, l'hôtesse de l'air, magnifique d'ailleurs, elle m'a dit « Qui vient te chercher ?» Tu vas rentrer chez toi tout seul ou il y a quelqu'un qui t'attend? J'ai pas dit que j'allais voir Mathieu Ricard, mais... Et là, c'est dur de ne pas être soi. C'est quoi être soi, là? C'est dire, mais espèce de pétasse.
Donc, est-ce que c'est dire, espèce de pétasse, tu sais le mal que tu peux faire? Est-ce que c'est sourire béatement? Ou est-ce que c'est pas un équilibre à trouver entre ne pas réprimer sa tristesse et ne pas vider ses poubelles? C'est peut-être ça la délicatesse. Ne jamais faire passer soi avant l'autre. Et d'ailleurs, c'était la deuxième phrase qui résumait Trungpa. Toujours faire passer l'autre avant soi. Et Trungpa, il dit, c'est pas de l'ordre de la culpabilité où on dit je suis nul, je dois m'écraser. Mais au contraire, ça change la vie. Quand on rentre dans un restaurant, choisir la place où il n'y a pas la vue, c'est génial. Mais pas le dire, ah, t'as vu la vue derrière? Non, faire ça naturellement. Tout ça pour dire que, à mes yeux, la libération de soi, c'est presque un gros gag. Et c'est ça qui est magnifique. Une fois, je courais après mon fils, on jouait au cache-cache, et il m'a dit, papa, rigole pas, on joue. Et pour moi, c'était vraiment un enseignement spirituel. C'est sérieux et c'est de la rigolade en même temps. C'est de la rigolade, mais c'est sérieux. Et donc, il y a deux curseurs dans la journée qui m'aident vraiment à traverser les hauts et les bas de la vie. C'est deux concepts, deux intuitions du bouddhiste. C'est la shunyata, c'est-à-dire toute est vacuité. Il n'y a rien de solide. La moquerie, le regard moqueur d'une personne, il n'y a rien de solide. C'est moi qui solidifie en disant c'est catastrophique, on s'est moqué de moi, c'est catastrophique, j'ai loupé le train. D'ailleurs, moi je croyais Mathieu qui était d'un calme inexorable là. Et j'ai vu qu'il y avait la grève ce matin, j'ai jamais eu autant de SMS de Mathieu en une journée. T'es arrivé? Et ça m'a rassuré. C'est un homme. Donc, shunyata, il n'y a rien de solide dans la vie. Et ça paraît une mauvaise nouvelle parce qu'on voudrait tabler sur du solide. Moi, j'aimerais bien avoir une assurance vie qui dise que j'ai pas de crise cardiaque, pas de cancer, pas d'accident de bagnole pendant 30 ans. C'est pas possible. Il n'y a rien de solide. Je peux claquer ici et maintenant. Donc, shunyata, tout est impermanent. Il n'y a rien de solide, de durable. Et ça, c'est la bodhicitta absolue, c'est dire que finalement, c'est un gros gag et en même temps, c'est très sérieux. C'est ça qui est dur à tenir en même temps. Et le deuxième curseur, c'est la karuna, qui est au centre de la vie de Mathieu. C'est-à-dire l'amour, la compassion infinie. Faire passer l'autre avant soi. Et concrètement, sur le chemin de la liberté, chaque moment, on peut se dire je me situe où au niveau de la karuna et de la shunyata. Est-ce que je me
est-ce que je me prends pas un peu trop au sérieux? Est-ce que je solidifie pas trop ma vision des choses? Est-ce que je pétrifie pas la réalité? Et la karuna, c'est se demander, mais concrètement, est-ce que c'est pas une erreur de point de vue que de me mettre toujours à la première place? Est-ce que c'est pas plus classe, plus vrai, plus réel que de voir que on est le fruit d'un nous plus qu'un je? Et j'aime énormément Trungpa, il dit faire confiance à la non-réalité du moi. Alors que j'ai tendance à tout tabler sur l'individu, Trungpa, il invite à faire confiance et voir que l'existence est encore plus belle si on s'aperçoit que le moi, il n'est pas solide. Le moi est un nous. Le moi est, ou plutôt le soi est fécondé par la solidarité, par les regards, par l'autre. Donc, deux curseurs, à mon avis, karuna, shunyata, ne pas tout solidifier et en même temps se donner aux autres. Il y a une expression donc qu'Alex utilise souvent, le fond du fond. Et effectivement, si on veut se rendre un peu mieux compte si oui ou non, disons, évaluer un tout petit peu à quel point nous sommes ou nous manquons de liberté. De regarder au fond du fond de soi-même, dans un moment de tranquillité, quand on n'est pas trop préoccupé par des sollicitations extérieures, des distractions en tout genre. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve au fond du fond? Et quand on demande ça à quelqu'un d'autre, parfois on peut être désemparé devant une réponse, pas savoir quoi dire. Je me souviens d'une personne, justement en Suisse, qui me disait, moi, quand je regarde au fond de moi-même, je trouve de la tristesse. Que dire? Ce n'est pas une tristesse qui a une cause précise, c'est une manière d'être qui est présente comme ça, au fond de notre esprit, quand il n'est pas encombré par trop de fabrication mentale. Mais est-ce que vraiment, quand une personne vous dit quelque chose d'aussi finalement poignant, est-ce que c'est vraiment le fond du fond? Est-ce qu'on ne peut pas aller encore un peu plus loin? Certains, quand vous leur demandez, disent qu'ils trouvent une sorte de paix, de joie. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus fondamental que cela? Parce que finalement, et c'est ça un peu qui est au cœur du processus de libération, de liberté intérieure, c'est que finalement, il y a quelque chose qui est encore plus fondamental, qui est encore plus profond, du fond du fond. C'est cette simple faculté que nous avons d'être conscients de tout ça. La faculté de connaître. Cet aspect qu'on pourrait appeler lumineux de l'esprit. Quand on dit ça, bien sûr, c'est pas que ça brille dans le noir ou quelque chose de genre, qu'on voit des lumières partout. C'est la différence entre un objet qui est opaque du point de vue des facultés cognitives. Ce verre ne sait rien, il ne vit rien, il n'a aucune expérience de quoi que ce soit, il n'est ni sujet ni objet. Nous avons cette faculté lumineuse de se connaître. Nous pouvons connaître les choses extérieures, nous pouvons connaître ce qui se passe en nous, tout ce qui se déploie dans le paysage de notre mental. Cette faculté lumineuse de connaissance nous permet simplement de faire l'expérience des choses, l'expérience du monde.
Et si on y songe, pour que ça puisse fonctionner finalement, il faut que cette faculté première, et c'est là qui est vraiment au cœur du processus de la liberté intérieure, pour que ça fonctionne, il faut qu'elle soit non conditionnée par ce qu'elle connaît. Parce que si effectivement il y avait un élément de tristesse qui est intrinsèque à la première faculté de connaître qui puisse se manifester en notre esprit, à ce moment-là, tout prendrait la couleur de la tristesse. Alors, certes, parfois, il y a un peu ça. Nous sommes tellement pris dans nos constructions mentales que nous sommes submergés, que nous nous identifions à la tristesse, à l'anxiété, à la peur, quelles que soient les émotions qui dominent notre esprit. Mais précisément, ça change. Parfois, c'est la colère qui semble être partout. On est un avec la colère. Parfois, c'est l'anxiété. Mais le fait que ça ne soit pas toujours le même parfum mental, les mêmes dispositions mentales montre bien qu'il y a quelque chose de plus profond qui permet tout ça. Et c'est cette faculté première de connaître. C'est un peu comme un rayon de lumière, pour garder cette image de la lumière, qui n'est pas modifié par ce que ce rayon de lumière éclaire. Il n'est pas sale si vous éclairez un monceau d'ordures, il ne devient pas cher si vous éclairez un diamant, il permet de connaître. Et c'est là l'un des points les plus fondamentaux, parce que si effectivement il y a quelque chose qui ne change pas et qui est commun à toutes les formes de pensée, d'émotion, de souvenirs, de raisonnement, quel que soit l'aspect que prennent nos constructions mentales, il y a quelque chose de fondamental qui, lui, ne change pas. Et donc, sur le principe de cette idée d'impermanence, de cette interdépendance extraordinaire d'un nombre inconcevable de facteurs, de causes et d'effets, de conditions, de circonstances qui font que les choses se produisent, le fait qu'il y ait quelque chose qui permette tout ça, ça peut être le concept de shunyata ou de vacuité d'existence propre qu'a mentionné Alexandre, mais c'est cette possibilité du fait que rien n'est absolument intrinsèque à notre esprit. Si c'est le cas, eh bien on peut toujours essayer d'aller derrière le rideau des pensées, reconnaître le mieux que nous pouvons, et on peut s'y habituer, on peut se familiariser par le regard intérieur, la contemplation, la méditation, quel que soit le nom que l'on donne à cela, à cet espace qui est aussi un peu comme un ciel. Quand le ciel est encombré de nuages ou qu'il y a des milliers d'oiseaux qui le traversent, on oublie un peu le bleu du ciel qui est toujours immuable, qui ne change pas, et qui en même temps, par son espace, permet ce déploiement infini des constellations, des étoiles, des nuages, des oiseaux, des montagnes. Et donc, si l'on peut se relier à ce fond du fond, c'est un aspect profondément libérateur, parce qu'on s'aperçoit que toute cette construction, ce qu'Alexandre appelle la radio mentale FM, eh bien, c'est du bruit, c'est des enchaînements, c'est des réactions. Et je peux vous dire que quand on regarde dans des moments de tranquillité, quand moi j'ai la chance d'être sur le balcon de mon petit ermitage au Népal, devant 200 km d'Himalaya, par un ciel lumineux, un silence absolument parfait, et qu'on essaie de mêler un peu son esprit à cette immensité, dans ces moments-là, on se dit, mais comment pourrais-je être un jour complètement emporté, dominé par la haine? Ça semble inconcevable. Et pourtant, une pensée survient, une deuxième, elles s'enchaînent, elles se multiplient, elles prolifèrent, elles envahissent notre esprit et soudainement, nous sommes sous l'emprise de la colère, sous l'emprise de l'anxiété. Et donc mieux comprendre tous ces processus, c'est vraiment un facteur essentiel, fondamental du processus de libération. Donc dans tous les obstacles que nous avons envisagés, l'un c'est aussi de ne pas être suffisamment familier avec la façon dont fonctionne notre esprit. Il y a d'autres obstacles, bien sûr. Une sorte de dépendance, ça peut être une dépendance affective, une dépendance à des substances. Il y a aussi une qui est très chère à Alexandre. Alors, il nous a épaté parce que ni Christophe ni moi ne savions ce que c'était.
Je ne sais pas, qui d'entre vous connaît l'acrasie? Évidemment, si vous avez lu le bouquin, vous êtes disqualifié. Hein. Vous connaissez l'acrasie? Bon, alors maintenant, il va tout vous dire sur l'acrasie. Donc, avec Christophe et Mathieu, on s'est attaqué au problème de l'acrasie. L'acrasie, c'est un nom grec, akratos, ça veut dire le non-pouvoir. La non-maîtrise de soi, où les anglophones traduisent des fois l'absence de volonté. C'est Ovide qui dit je vois le bien, je l'approuve, mais je fais le pire. Et j'ai eu un exemple, un débarquant à Bordeaux. Tout à l'heure, il y a Dédia qui est venu me chercher. C'était super. Et on a bien discuté. Et avant de la voir, je lui ai envoyé un texto. J'ai dit, cher Dédia, je dois me serrer la ceinture, je fais un régime, je dois maigrir, j'aimerais pas manger aujourd'hui. Et enroulé, et je ne devrais pas dire ça à Mathieu, mais j'avais un steakhouse. Et après, il y avait un restaurant. Et putain, j'étais là, je voulais pas arrêter. Et on a fini au restaurant. D'ailleurs, merci Délia. Et puis, au début, c'était une salade verte. Après, on va faire péter les frites quand même. Et l'acrasie, c'est... Bon, là, c'est rigolo. Mais au quotidien, quand on a des résolutions, quand on veut changer, quand on s'inscrit sur un chemin spirituel, et que tout... les jours on tombe, on chute, on se casse la gueule, il y a un sentiment d'épuisement, il y a un découragement. Et l'acrasie, c'est ce divorce intérieur, cette guerre civile en soi. Ça peut être pour la bouffe, mais ça peut être pour la colère, l'anxiété, la tristesse, tu parlais. Magnifique de voir que le fond du fond, l'ayala, on dit. L'ayala. L'alaya. Ne vous inquiétez pas, ça veut dire simplement la base. C'est disons, l'aspect le plus basique de l'esprit qui perçoit simplement le monde est là, c'est un terme bouddhique, avant que ça prenne des caractéristiques de forme, de son. Il aime bien les termes savants, c'est un philosophe. Et donc, vous savez, un philosophe, c'est quelqu'un, vous ne comprenez plus la question quand il vous a donné la réponse. Je sais plus ce que je disais du coup. Oui, et ça, j'ai appris en Dordogne avec un maître qui nous est cher, de ne pas distinguer la pratique des moments où on est emporté. Avant de réaliser ça, je croyais qu'il y avait la pratique. On méditait, on était conscient de l'esprit, on regardait la nature de notre esprit, et une fois qu'on partait dans les émotions, la colère, le truc, c'était foutu. C'est comme les frites aujourd'hui. Il y a quelque chose en nous qui dit foutu pour foutu, allons-y. Et précisément, c'est là la liberté. Mais il n'y a pas à culpabiliser. C'était super les frites. Il ne faut pas rajouter une couche avec des remords, j'aurais pas dit. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on choisit une voie plutôt qu'une autre? Les frites, c'est complètement dérisoire.
rien à battre. D'ailleurs, un des disciples de Trungpa, il me disait, Trungpa, il disait toujours si elle. Ça veut dire couldn't care less. C'est mon dernier souci. Et depuis, j'applique ça au quotidien. Le train ne part pas, c'est mon dernier souci. Mathieu Ricard panique parce qu'il a peur que je ne sois pas là. Couldn't care less, je m'en fous. Et c'est pas du tout de l'indifférence, au contraire, ça. Trungpa, il disait, il y a deux choses qui importent, c'est la compassion et l'éveil. C'est-à-dire s'inquiéter de ce qui est réellement essentiel. Mais les détails, ou plutôt ce qui ne dépend pas de nous. De nouveau, ne pas être dans le contrôle. Et le maître qu'on connaît, il me disait, c'était un exemple, pour celles et ceux qui vont voir des films pour adultes sur Internet, on va dire comme ça. Il disait, au moment où on appuie play, ou avant, on est libre d'être conscient. Peu importe ce qu'on fait, finalement, elle a dit, mais être conscient. Au moment où on se met en colère, être conscient. Juste constater. C'est déjà un pas vers la libération. Et pas se dire justement foutu pour foutu. Et tu parlais de la dépendance tout à l'heure. Si on connaît la dépendance affective, moi j'ai traversé un épisode de dépendance à une personne et j'ai trouvé que c'était une occasion merveilleuse de se libérer. Sur le moment, c'était peut-être la pire des souffrances, être aliéné à quelqu'un. Et après coup, je me dis, c'était une occasion magnifique de se libérer. Mais pour ça, il y a eu deux conditions. C'est justement la pratique. Se dire que tous les jours, on progresse. Et la deuxième condition, en tout cas pour moi, c'est d'être hyper bien entouré. Parce que je crois, en tout cas pour moi, que si on n'a pas le soutien d'amis dans le bien, en écoutant Mathieu, je me disais, la différence entre Mathieu et moi est énorme, c'est que moi je peux me casser la gueule du jour au lendemain. Moi, si j'apprenais par le journal, Mathieu Ricard a fait un burn-out, il est en dépression sévère, j'aurais l'impression que le ciel me tombe dessus, la gueule, parce que putain, si même Mathieu Ricard, mais contrairement à Mathieu, moi je peux me casser la gueule, mais j'ai conscience de ça toute la journée, s'il n'y avait pas au présent des rencontres, des amis dans le bien, je peux me casser la gueule à chaque moment. Et ce constat me fait pas. Bien sûr, ultimement, on est à soi-même son propre refuge. Mais je dis ça pas pour se dédouaner de l'effort, mais pour inviter à tendre la main. On est tous dans le samsara, on est tous dans un monde chaotique, et je crois qu'on a quand même une responsabilité de la manière dont on épaule les autres. Et c'est mon dernier souci, le décor, les circonstances de la vie, mais
comment dire, le bonheur de l'autre, ça doit être mon premier souci. Alexandre parlait des amis dans le bien. Et effectivement, avec Alexandre et Christophe, nous étions interrogés sur qu'on appelait un peu l'écologie de la liberté intérieure. Alors cette écologie, elle est à la fois humaine et aussi la situation dans laquelle on se trouve. Et c'est particulièrement important quand on fait ses premiers pas sur le chemin. Quelqu'un qui est aguerri, qui a une certaine expertise, par exemple quand on apprend à faire du vélo, ou à monter à cheval, ou à faire du ski, ou toute autre forme d'exercice, ou à s'entraîner à marcher sur une corde raide. Au début, on est tout à fait nerveux, on a constamment peur de se casser la figure, et on le fait mal. Donc on fait beaucoup d'efforts, qui ne sont pas forcément les bons efforts, avec assez peu de succès et beaucoup de tension et d'inquiétude. Donc, il est clair qu'au début, il faut commencer par se ménager des conditions qui nous permettent de cultiver une certaine capacité, une certaine familiarisation, une certaine expertise pour pouvoir ensuite faire face à des circonstances plus difficiles. C'est comme un marin qui veut apprendre à naviguer à la voile. Il ne va pas prendre sa première leçon un jour où le vent souffle à force 10. Ça va plutôt mal se terminer. On va commencer par une légère brise, une mer calme, et puis peu à peu, lorsqu'on maîtrise l'art de la navigation, on peut effectivement faire le tour du monde par des mers impossibles et survivre. Donc il y a des conditions qui nous permettent, en tout cas, nous autres débutants, de mettre tous les atouts de notre côté pour cultiver toutes ces qualités humaines fondamentales qui, prises ensemble, nous aident à acquérir cette liberté intérieure et qui, prises ensemble, forment une manière d'être qu'on pourrait appeler le sentiment de plénitude, d'accomplissement, de bonheur, quel que soit le nom qu'on lui donne, et qui n'est pas, bien sûr, une succession ininterrompue de sensations plaisantes, qui est plutôt une recette pour l'épuisement, mais rassembler toutes ces qualités. D'où les conditions favorables. Alexandre parlait des amis dans le bien, c'est évidemment important. Si par exemple, vous gravissez une montagne, ou vous partez dans une randonnée, ou vous traversez un océan, que les personnes qui soient avec vous favorisent cette exploration, cette aventure, plutôt que de lui créer constamment des obstacles. Surtout quand on commence et qu'on débute dans cet art. Donc les amis dans le bien, c'est ceux qui vous tirent vers le haut, en quelque sorte, ou qui, quand vous trébuchez, vous aident à vous relever, et qui sont une forme d'exemple aussi. Qui peut vous dire, sans parler même de maître spirituel qui est au bout du chemin, qui montre que oui, la perfection humaine est possible, donc s'il y a un chemin à parcourir, voilà quelque chose vers lequel je pourrais me diriger. Mais au moins des personnes qui, pour certains aspects de notre existence, ont davantage de qualité que nous, davantage de résilience, davantage de liberté intérieure, davantage d'équilibre émotionnel, davantage de bienveillance. Et donc un exemple qui élève notre esprit, qui nous montre que c'est possible, qui nous montre vers où diriger nos prochains pas. Et il est sûr que des amis, du contraire des amis dans le bien, qui constamment nous distraient, nous tirent de côté, nous empêchent de progresser, nous font trébucher, nous incitent à faire tout le contraire de ce qui nous permettrait d'être une meilleure personne, ça devient un obstacle, particulièrement lorsqu'on est faible. Mais aussi les lieux dans lesquels on le vit. Alors c'est pareil, si on est un méditant expérimenté ou si on est totalement libre intérieurement, ça ne changera guère si l'on se trouve face à l'Himalaya ou dans un embouteillage ou dans un nightclub ou n'importe où. On gardera toujours ce compas intérieur, cette liberté, cette force d'âme, cette résilience qui fait qu'on sera comme une montagne qui
qui ne vacille pas lorsque les vents soufflent, et on ne sera plus comme un brin d'herbe au sommet d'un col qui tourne dans tous les sens dès que le vent change de direction. Donc les lieux, il y a des lieux qui permettent davantage de progresser sur le chemin. C'est pour ça que dans les traditions contemplatives, on encourage, on voit toujours des poèmes qui vous encouragent à trouver des lieux solitaires, tranquilles, où vous pouvez vous consacrer entièrement à ce chemin de développement intérieur. Il y a des lieux qui sont plus propices que d'autres. On a plus tendance à trouver la liberté intérieure dans un ermitage qu'à Wall Street ou dans un lieu très occupé. Chaque lieu a une atmosphère, une gare, un aéroport, un supermarché. C'est pas la même atmosphère qu'un monastère, qu'un lieu sauvage, que le sommet d'une montagne, que le bord d'un lac, etc., etc. Et même les paysages naturels, une forêt, c'est pas la même atmosphère que d'être en haut d'une montagne avec un paysage infini, qui va faciliter peut-être cet aspect de clarté intérieure, tandis qu'une clairière dans une forêt favorisera plutôt le calme intérieur. Donc chaque endroit peut aussi faciliter plus ou moins donc les conditions. Donc c'est important, surtout quand on n'est pas encore suffisamment fort dans notre pratique, un peu comme un athlète qui va s'entraîner tôt le matin tout seul dans le stade, ou un pianiste qui fait des gammes et qui après pourra improviser ou jouer des belles musiques. Donc cet aspect de l'écologie est aussi important. Et puis il y a une autre notion que notre ami Christophe notamment disait, qui est extrêmement sous-estimée à notre époque. On a même tendance à la déconsidérer, c'est celle de faire des efforts. Alors moi je me souviens une fois d'avoir été invité dans un congrès en Inde, où on me disait, voilà, la personne qui m'interviewait me disait, est-ce que vous pourriez nous donner le secret du bonheur en 5 points pour y arriver en 3 semaines? Alors j'ai dit, d'abord, il n'y a pas de secret, simplement. En plus, il n'y a pas 5 points et ce n'est pas facile. Il n'y a pas de secret parce qu'il y a des éléments qui sont évidents, des choses dont on doit se libérer et des qualités qu'on doit cultiver. Donc c'est tout un ensemble très, très riche et complexe, parce que l'être humain est complexe, notre esprit est complexe, et c'est pas facile, mais ça vaut la peine plus que toute autre chose. Donc l'effort, eh bien, nous ne sommes pas nés en sachant lire et écrire, en sachant jouer aux échecs ou résoudre des équations différentielles. Nous ne sommes pas non plus nés avec, notre capacité optimale de bienveillance, de liberté intérieure, de force d'âme, de joie de vivre. Aussi bien que d'apprendre à lire et écrire, nous avons le potentiel, à des degrés divers selon les personnes, pour cultiver ces différentes qualités, mais si nous n'y faisons rien, eh bien c'est comme se dire, je devrais savoir lire et écrire sans jamais apprendre quoi que ce soit. Donc cette idée de tout sera facile, et quand on vous propose quelque chose justement qui est, vous savez, ça c'est vraiment une méthode formidable, ça marche, il n'y a pas d'effort à faire, vous pouvez être sûr qu'il ne se passera rien. Ça sera une sorte de vernis qui ne résistera pas aux circonstances de la vie. Et mon maître Khense Rinpoche disait, c'est très facile d'être un bon méditant quand on est assis au soleil avec le ventre plein. Mais c'est quand on est confronté aux circonstances de la vie que les choses changent. Donc l'effort, c'est effectivement cette notion d'ascèse, peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots. C'est pas du tout ascèse, c'est pas simplement se priver de glace à la fraise, c'est l'exercice. N'est-ce pas? C'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors, d'abord sur l'écologie, on avait abordé ce sujet. Le mot grec derrière écologie, la racine d'écologie, c'est école, c'est la maison. Et je trouve fécond de réaliser qu'on habite tous la maison. Et je pensais à Tégoutang, la confiance. Souvent, au début du week-end, avec ma famille, quand tout le monde était rentré à la maison, je fermais la porte à clé et je disais tout fort, voilà, dehors, il y a les escrocs, les assassins, les pédophiles, on est bien protégés. Et ma femme, elle me disait, mais le message que tu transmets aux enfants, dehors, il y a le danger.
dehors, il y a des pervers, des pédophiles, des escrocs. Et pour moi, c'était ça la confiance au début. C'était me planquer loin du danger. Et si possible, mettre les enfants dans un bunker loin de la vie. Enfin, heureusement, c'est pas possible. Et la deuxième chose que m'a dit ma femme, c'est dire, et quand bien même de l'autre côté de la porte, il y a des gens qui génèrent énormément de souffrance, qu'il y a des criminels et toute la clique, pourquoi pas s'engager dans le monde? Bon, je ferme toujours la porte à clé, mais je suis moins revendicateur. Mais pour moi, il y a deux sortes de confiance. La confiance primaire, on va dire, qui dit on va se planquer, se mettre à l'abri du danger et préserver nos proches et soi-même, c'est impossible. Et il y a la confiance qu'on est équipé pour la vie. D'ailleurs, depuis à mes enfants, je dis toujours, vous avez une boussole dans votre cœur, essayez d'écouter le plus finement ce que vous dit la boussole. J'étais envenu à un truc de dingue, je contrôlais tout. On était en vacances cet été au pays de Nietzsche, à Sils Maria, dans une superbe vallée, c'était magnifique, et les enfants jouaient dehors, et j'avais peur qu'ils se fassent bouffer par des chauves-souris. Et on est resté 2 heures là-haut, c'était super. Et à la nuit tombée, ils couraient dans les prés, et moi je regardais derrière les mottes de terre, derrière les arbres, s'il y avait des chauves-souris. Et c'était infernal. C'était le calvaire total, ces vacances. Putain, j'avais qu'une envie, mais justement, c'était voir que la vie, il n'y a pas de protection absolue. Enfin, ça dépend où on met le refuge. Et aussi, en parlant d'écologie, comment on considère notre maison? Est-ce que c'est le terrain d'une menace? C'est fou. D'ailleurs, c'est magnifique. À propos de chauves-souris, on a fait une retraite avec ma fille Céleste chez Sandra, avec Mathieu, et je lui ai dit, tu peux tout faire, sauf toucher les chauves-souris. Et Céleste, elle a dormi une nuit en dehors de l'appartement chez Sandra, et le lendemain, triomphalement, elle me dit, j'ai demandé d'aller voir dans une grange parce qu'il y avait des chauves-souris. Mais j'ai dit, mais t'es dingue, tu vas me crucifier sur place. Et j'ai appelé ma femme et elle m'a dit, Céleste a voulu voir le monstre qui fait peur à papa et qui n'est pas un monstre. Et ça m'a tellement... Alors sur le coup j'étais... Mais ça m'a tellement libéré finalement de voir, plus on se protège d'un truc, plus à quelque part on solidifie un pseudo-danger. Et justement, par rapport à la 16, on l'aura compris, j'ai des petites angoisses légères. Justement, la 16, en grec askésis, ça veut dire précisément l'exercice. Et il y a toujours le vieux constat d'Aristote, c'est
en pratiquant la vertu, on acquiert la vertu. Souvent, je me disais, quand j'aurai confiance, je pourrais poser des actes de confiance. Et justement, c'est peut-être le contraire qui est vrai. C'est en posant des actes de confiance chaque jour qu'on acquiert la vertu de la confiance. De nouveau, on rejoint la loterie. Quel est le gros lot après lequel on aspire? On voudrait une confiance qui nous tombe dessus. Et est-ce que la confiance, ça se découvre pas millimètre par millimètre? Et aujourd'hui, quel pas je peux faire avec les moyens du bord pour cheminer vers la confiance et habiter le monde? C'est l'idée de l'écologie, c'est s'ouvrir au monde. On n'est pas lié à un lopin de terre, on partage cet habitacle avec tous les êtres vivants, même les chauves-souris. Quand Alexandre parlait de progresser millimètre par millimètre, ça peut paraître décourageant, mais en fait, les seuls vrais progrès, c'est ceux qui effectivement se produisent de manière presque imperceptible. Quand on a l'impression que d'un seul coup on a fait d'énormes progrès, un peu comme un feu d'artifice, il y a toutes les chances pour que ça ne dure pas longtemps. Par contre, un vrai progrès, c'est quelque chose qui résulte de ces efforts soutenus, réguliers, et c'est un petit peu comme une énorme horloge. On a l'impression que les aiguilles ne bougent pas. Mais si on regarde si on a le regard fixé sur les aiguilles avec impatience, on a l'impression qu'elles ne bougent pas. Mais si on regarde de temps à autre, on s'aperçoit que ça a bougé. Donc effectivement, si au fil des pensées, des émotions, des minutes, des heures, quelqu'un qui disait « Prenez soin des minutes, les heures prendront soin d'elles-mêmes ». C'est-à-dire que si, étape après, pensée après pensée, émotion après émotion, avec régularité, avec détermination, sans précipitation, mais avec diligence, persévérance, eh bien, on poursuit sur un certain chemin, dans un certain sens, eh bien, les choses vont se mettre en place naturellement. Et là, ça sera un changement beaucoup plus durable, beaucoup plus véritable. Et on s'apercevra au bout de 6 mois, 1 an, qu'effectivement, il y a des choses qui ont changé pour un mieux-être, une meilleure façon de se relier au monde et aux autres. Donc c'est aussi pour cela qu'on dit souvent dans les instructions sur la méditation, qui est un mot un peu exotique pour parler d'entraînement de l'esprit, c'est bien cela dont il s'agit. Entraînement de l'esprit d'une part pour des qualités particulières comme l'attention, la bienveillance, et familiarisation pour mieux se familiariser avec la façon dont fonctionne notre esprit. Donc effectivement, on dit qu'il vaut mieux faire très souvent des efforts de courte durée que de temps en temps un énorme effort. Un ami me parlait de sa fille qui vient de courir un marathon. Mais moi, si je décide demain matin de courir un marathon, je ne vais pas aller très loin, je sais déjà d'avance. Par contre, si je m'entraînais petit à petit, peut-être j'aurais une chance de le faire. Donc il ne s'agit pas d'un seul coup de se dire je vais jouer 10 heures de piano aujourd'hui, on va voir ce qu'on va voir, ou je vais faire 10 heures de méditation et ça passe ou ça casse. Mais non, bien sûr. C'est quelques minutes, encore et encore, si possible un peu plus, mais régulier, ce qui fait qu'un petit filet d'eau va bientôt donner un ruisseau qui donnera une grande rivière, et peu à peu, ces qualités deviendront beaucoup plus stables, beaucoup plus profondes, beaucoup plus vastes, beaucoup plus claires, beaucoup plus présentes, beaucoup plus disponibles. Donc nous allons ainsi cultiver, avec le temps, il y a un proverbe persan qui dit « avec de la patience, le verger devient confiture ». C'est exactement ça. Donc en fait, peu à peu,
quelque chose qui va devenir notre véritable nature, notre manière d'être, et donc que nous donner les ressources intérieures nécessaires pour traverser les hauts et les bas de l'existence sans être complètement désarçonné. Et si l'on est ainsi, on a cette moindre vulnérabilité, eh bien, naturellement, nous serons moins ultra préoccupés par nous-mêmes. Si on est moins vulnérable, on fait moins attention à ce qui pourrait m'arriver. Est-ce que est-ce que ça pourrait promouvoir mes intérêts? Est-ce que ça ne peut pas menacer? Donc on est constamment sur le qui-vive, à instrumentaliser le monde ou à percevoir le monde entier comme un ennemi potentiel. Beaucoup plus la confiance qu'on peut tenir sur ses pieds. Et si on se sent moins vulnérable, du coup, on est forcément davantage disponible et ouvert à l'autre parce qu'on n'est pas concentré constamment sur ce moi, moi, moi. Donc ce processus de libération nous amène aussi à cette ouverture à l'autre et à cette bienveillance que nous avons considéré lorsque nous avons envisagé les moissons donc de ces efforts, les moissons de cette transformation, les moissons de la liberté intérieure. Il nous est apparu que la bienveillance, sorte d'amour inconditionnel, était l'une des moissons principales. Alors, avant de laisser la parole à mon cher Alexandre, je voudrais juste dire un petit mot de cette notion de bienveillance inconditionnelle. Les gens vous disent, bon, c'est n'importe quoi. Comment est-ce que je pourrais avoir une bienveillance inconditionnelle alors que je n'arrive même pas à m'entendre avec mon voisin, etc. En fait, il ne s'agit pas, évidemment, j'ai même connu un philosophe aux États-Unis qui est un spécialiste de la morale, qui disait, mais c'est complètement dingue cette histoire, c'est des rêves, c'est utopique, il faut d'abord s'occuper de ses proches avant de penser à tous les êtres qui vivent sous le ciel. Et en fait, il ne s'agit pas, bien sûr, de façon réaliste de se dire, se réveiller le matin en disant, je vais changer le monde, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais m'occuper de tout le monde sur la planète, évidemment, vous n'irez pas très loin. Il y en a quelques-uns comme ça, on en voit. C'est beaucoup plus le fait de ne exclure personne de l'espace de notre cœur. À savoir, à partir du moment où on se dit simplement, on forme un vœu sincère, puissent tous les êtres être heureux et trouver les causes du bonheur. Ça ne coûte pas très cher, ça émet pas de CO2, mais c'est de n'exclure personne. Faire ce vœu, ou faire aussi le vœu, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. C'est déjà de la bienveillance inconditionnelle. Pourquoi? Parce que nous n'excluons personne a priori. Alors on peut se dire, oui, mais alors attention quand même. Bachar al-Assad, Hitler, Saddam Hussein, Kadhafi et compagnie, ça veut dire quoi? Que vous avez une bienveillance inconditionnelle vis-à-vis d'un dictateur sanguinaire. Alors évidemment, ce n'est pas une compassion idiote, ce n'est pas souhaiter que cette personne réussisse, que finalement, si je lui donne un ticket pour aller aux Bahamas, il ira mieux et puis il arrêtera de massacrer les gens. Mais si on y songe profondément, finalement, ce souhait, ce n'est pas un jugement moral, ce n'est pas de dire, oui, c'est pas si grave ce qu'il a fait. Le souhait puisse tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Si on y réfléchit bien, c'est le souhait que fait un médecin, c'est le fait que fait un psychiatre qui veut essayer de guérir un fou furieux qui est devant lui et qui se fait du mal à lui-même en faisant du mal à l'autre. Au lieu de le tabasser, il va se dire, est-ce que je pourrais faire quelque chose pour que cette personne soit délivrée de sa folie furieuse? Est-ce que je peux faire quelque chose pour faire en sorte que ces pensées de haine, d'animosité, de cruauté qui habitent l'esprit de cette personne se dissipent? Est-ce que je peux faire quelque chose pour que, au travers des changements de culture, de société, d'éducation, que de telles personnes n'émergent pas d'une société? Donc remédier à toutes les causes de la souffrance, où qu'elles soient, quelle que soit la forme qu'elles prennent, c'est un vœu dans lequel on peut inclure, a fortiori, les dictateurs les plus sanguinaires qui soient, puisqu'ils sont eux-mêmes les causes d'immenses souffrances. Donc souhaiter remédier à ces causes, c'est quelque chose qui n'exclut personne. Et donc là, c'est effectivement une des moissons de cette liberté intérieure,
parce que nous ne sommes plus prisonniers de nos préjugés. Celui-là est mauvais intrinsèquement, cette personne est bonne intrinsèquement. Tout ce qui fait que si on fait des distinctions fondamentales entre les êtres, en accrochant des étiquettes qui sont très souvent des superimpositions de notre esprit. Donc nous avions pensé que cette bienveillance inconditionnelle était l'une des moissons les plus précieuses de la liberté intérieure. Qu'est-ce que tu en penses, Louis? Oui, c'est très important de voir la bienveillance comme la consécration de la vie spirituelle, bien qu'elle soit aussi au départ. Elle est tout au long du chemin. Mais on a peut-être trop l'image que la bienveillance est un effort. Alors que, comme dit Mathieu, c'est notre véritable nature. Être bienveillant, c'est quitter la méfiance. C'est quitter l'esprit de calcul. Souvent, on peut avoir un esprit d'expert comptable, dire à lui, il va me rapporter. Et puis, même si on a ça, il ne s'agit pas de condamner. C'est souvent par peur qu'on instrumentalise les autres. C'est pas forcément de la perversion d'instrumentaliser les autres et de manipuler. Mais justement, la liberté, c'est ça, défaire. Et peut-être dans un premier temps, se demander qu'est-ce qu'on attend des autres. Diego Rinpoche, il disait qu'il y a souvent des sourires qui ne viennent pas du cœur. Et qui ne viennent pas du cœur. Des sourires séducteurs ou des sourires qui procèdent de la peur du rejet. Et comment quitter ce sourire à fausse dents, j'allais dire, où on séduit, où on essaie de tirer à soi l'autre. Pour la karuna, et ça, dans mon parcours de personne handicapée, c'est hyper visible, j'allais dire, c'est presque mieux la maladresse que la fausseté. D'ailleurs, c'est mieux, j'allais dire. Et il y a des bénévoles, ça c'est magnifique. Moi, j'ai reconverti mon regard sur les bénévoles, parce que j'ai eu plein de bénévoles dans mon enfance, et souvent, j'ai vu chez des personnes bénévoles le besoin de se revaloriser. On faisait ça au détriment de la personne handicapée. Le bénévolat, c'est vouloir le bien de l'autre et ne pas l'imposer. L'altruisme, c'est vraiment de voir que finalement, c'est voir qu'on est tous embarqués sur le même bateau et qu'il n'y a pas à se tirer dans les pattes. Et c'est abandonner la notion de territorialité. C'est pas à moi. C'est ça, je trouve, la vraie révolution sociale, ça serait passé du jeu au nous. D'ailleurs, j'ai vécu quelques années en Corée et on dit notre famille, nos enfants. Ça fait bizarre parce qu'on dit aussi notre femme. On a l'impression d'être plusieurs sur un. Mais je trouve magnifique notre maison. Et en écoutant Mathieu, je me disais, faudrait quitter le projet de l'ego
les ambitions de l'ego pour se lancer dans un projet impersonnel qui dépasse de loin les frontières de son individualité. La karuna, pour moi, c'est le sommet de la liberté, parce qu'on est libre de soi. On n'est plus entravé par le besoin de nourrir un ego vorace qui nous laisse sempiternellement insatisfaits. Et je crois qu'on a tous un rôle pour les autres. D'ailleurs, quand je racontais tout à l'heure ma phobie de la rage, je téléphonais tous les soirs à un copain pour lui raconter mes angoisses. Et un soir, il m'a dit « Je suis calme pour toi ». Et ça m'a tellement aidé de se dire que le calme est possible même dans cette situation. Et pour moi, la karuna, c'est essayer d'être calme avec les autres et d'apaiser le plus possible les autres en sachant que le don ultime, c'est le don, les bouddhistes ils distinguent 3 dons, le don matériel qui est carrément vital, le don de la non-peur. Quand je réveille Mathieu à 3 heures du matin pour un souci, je sais pas, la rage ou je sais pas quoi, il stoïque, il répond et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui décroche à 3 heures du matin. Et c'est une invitation à décrocher nous-mêmes à 3 heures du matin. Et il y a le don du dharma. Qu'est-ce qui grandit l'autre? Quel don je peux faire à l'autre pour qu'il grandisse? Mais sans forcer quoi que ce soit. Je pense aux enfants quand je dis ça. Quel don je peux faire aux enfants ultimement pour qu'ils n'ont plus besoin de moi? C'est terrible de dire ça pour un parent, mais de dire le don suprême, c'est qu'il soit heureux inconditionnellement. Et la karuna, c'est de dire ce que je souhaite pour mon enfant, je dois le souhaiter, y compris pour mon pire ennemi. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est souhaiter du fond du cœur que les êtres réunissent les conditions du bonheur. Parce que je crois que Bachar el-Assad, s'il était pleinement heureux, il ne serait pas un tyran. Même l'autre, Trump, pardon, rien à voir. Même Trump, l'idée que est-ce qu'on ne peut pas voir, même dans ce type, quelqu'un qui souffre, presque une blessure sur patte, mais qui a tellement de carapace qu'on voit un bunker. Mais franchement, j'aimerais pas être à sa place. Voilà. Alexandre disait qu'il ne fallait pas avoir une mentalité d'expert comptable. Ça me rappelle un psychologue américain qui me disait qu'un de ses collègues, quand il s'est marié, il avait fait un fichier Excel et le soir, il marquait tout ce qu'il avait fait pour sa femme et tout ce que sa femme avait fait pour lui dans la journée. Et ça n'a pas duré. Alors, ses téléphones à lui, c'est pas n'importe quoi. C'est à 3 heures du matin de Corée, et c'était pas non plus pour n'importe quoi. Il me dit, j'ai peur, en me promenant dans la forêt, de m'asseoir sur un raton laveur enragé.
voyez, à 3 h du matin, là, bon. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire? Je lui dis, écoute, Alexandre, déjà s'asseoir sur un raton laveur, c'est probablement le premier. C'est pas le genre à se laisser asseoir dessus, les ratons laveurs d'habitude. Et en plus, enragé, tu as autant de chances de te faire tuer par un astéroïde. Il m'a dit, ben justement. Il m'a dit, après, tu es un bon garagiste de banlieue pour te déranger à n'importe quelle heure de la jour et de la nuit. Alors, il y a 2 questions. Une peut-être assez courte parce qu'il y en a une qui est très essentielle. Les 2 sont essentielles, bien sûr. Mais comment trouver sa voie après un burn-out? Ouais. Moi, je me poserais plutôt la question, comment trouver sa voie avant le burn-out? Parce que je suis à 2 jours de... Mais déjà, je pense ne pas se définir par rapport au burn-out. On a le droit d'échouer, on a le droit. C'est drôle, il faut en même temps faire l'éloge de l'effort, comme Christophe, comme nous tous, dire que la chaise est vitale parce que sans effort, on n'y parvient pas. Et en même temps, mais enlever toute culpabilité à ceux qui, à un moment donné, perdent le pied. Et le burn-out, ça ne nous définit pas. D'ailleurs, c'est horrible de dire de quelqu'un, il est dépressif, il est handicapé, il est autiste. C'est comme si on réduit sa personne à ce qu'elle a vécu, à un incident ou un accident ou une pathologie. Donc, trouver sa voie après ou même pendant un burn-out, moi j'ai connu vraiment les fins fonds de la dépendance affective et je crois qu'il n'y a aucun moment où on ne peut pas progresser intérieurement. Pour autant, et c'est important de le souligner, qu'on soit bien entouré. Moi, je dirais la voie, parce que vous parlez de voie, c'est vraiment pratiquer tous les jours, s'exercer la méditation, l'altruisme, et aussi être bien entouré. Car aussi, parce que Trompa, il dit que on est des garagistes de l'âme. Quand on amène une bagnole à un garagiste, il ne va pas commencer à juger pourquoi tu as rayé le pare-choc, pourquoi tu as bousillé la portière. Il répare. Et Mathieu, c'est un peu le carrossier de banlieue. Tu réveilles, c'est SOS en ligne, il retape la portière et il pose sans juger. Et je crois, burn-out, ne pas se réduire à ça et être entouré par des gens qui nous invitent à aller de plus en plus dans la confiance. Moi, je ne vais pas trop... Et la voie, c'est, quand j'étais en pleine dépendance, c'était dire, aujourd'hui, quel progrès je peux faire, juste aujourd'hui. Les alcooliques anonymes, ils se saluent en disant « bonne 24 heures ». J'aime beaucoup ça, parce que prendre la totalité de l'existence en bloc, en disant « je vais progresser toute ma vie », ça peut être écrasant. Mais derrière le bonne 24 heures, il y a l'idée « quel acte je peux poser ici et maintenant ». Sans entrer trop dans le détail, il y a évidemment plusieurs types de burn-out. Un burn-out professionnel
qui souvent n'est pas due entièrement, loin de là, à soi-même, mais aux conditions qui nous entourent, qui ne sont pas favorables à notre épanouissement, on n'a pas de marge de manœuvre, etc. Et on a tendance à ne pas percevoir que c'est dû à cet environnement et à culpabiliser en disant que c'est de notre faute. Bon, il y a toute une manière d'essayer de s'en sortir. Malheureusement, c'est difficile d'envisager ça en quelques minutes. Mais juste dire quelques mots d'un autre type de burn-out, qui est celui de la détresse empathique, qui se manifeste très souvent chez les personnes qui, notamment le personnel médical, les aides-soignants, les docteurs, aussi les travailleurs sociaux, qui sont constamment résonnent avec la souffrance d'autrui par un phénomène d'empathie qui fait l'empathie, c'est finalement ce qui est l'effet que produit sur vous la souffrance d'autrui. Et les études, les recherches auxquelles j'ai eu l'occasion de participer avec Tania Singer, qui est une spécialiste de l'empathie en neurosciences, ont montré qu'en fait, il fallait distinguer l'empathie de l'amour altruiste et de la compassion, et que la compassion et l'amour altruiste sont tournés vers l'autre, tandis que la détresse empathique, c'est l'effet que ça a sur vous. Et en cultivant cette bienveillance inconditionnelle, eh bien, c'est quelque chose qui ne s'épuise pas. Alors que si l'on ne cesse de raisonner avec la souffrance de l'autre, on s'écroule finalement sous le fardeau de ces souffrances accumulées jour après jour, après jour, après jour. Donc il y a un courage dans la compassion, alors qu'il y a une déperdition d'énergie dans la détresse empathique. Donc il faut distinguer les deux. Une dernière question qui est essentielle, malheureusement nous n'avons plus que 5-6 minutes. Et je dois dire, c'est une question que j'ai entendue d'un adolescent alors que je donnais parlais d'une petite réunion à Hong Kong à propos du bonheur. Et cette personne s'est levée à la fin de la séance et m'a dit « Est-ce que vous pourriez me donner une raison pour laquelle je devrais continuer à vivre ?» Évidemment, il faut avoir beaucoup d'arrogance et d'orgueil pour répondre de but en blanc des formules toutes faites. Et c'est cette question, précisément, et cette personne qui m'a une des inspirations principales pour le travail que j'ai fait pour écrire Plaidoyer pour le bonheur. Donc c'est un peu une question similaire ici. Que dire à un adolescent qui ne voit pas l'intérêt de vivre? C'est une question qui est éminemment poignante, pathétique. On ne peut pas se permettre d'y répondre, encore une fois, par des formules toutes faites. Et il faut avoir une immense humilité pour essayer de donner des outils et des éléments de réponse. Sans doute, il faut comprendre la possibilité, le potentiel qui existe en tout être de transformation et de changement. Rien n'est perpétuellement gravé pour toujours dans la pierre, quelles que soient les difficultés, même si l'on ne voit pas la possibilité d'être heureux, si on ne voit pas la lumière à la fin du tunnel. Il faut se dire que rien n'est imposé de l'extérieur, rien n'est doué d'une permanence totale, et qu'il y a toujours, quel que soit notre point de départ, une marge de manœuvre. Il faut donc trouver cette première marche qui ensuite peut nous permettre de sortir du puits. Pendant longtemps, je n'ai pas bien compris le concept occidental de compassion pour soi-même. En Orient, on parle beaucoup de compassion pour les autres. Et j'avais toujours le sentiment que l'idée de compassion pour soi-même, c'était une sorte de récupération un peu individualiste et narcissique de la compassion karuna dont parlait Alexandre, qui est prônée dans le bouddhisme. Ça va être encore récupéré, ça va être très bon avec soi-même, et encore, et on n'a pas besoin de s'occuper des autres. Mais en fait, la fréquentation de deux grands psychologues et thérapeutes qui travaillent sur la compassion pour soi-même, Paul Gilbert et Christine Neff, qui ont beaucoup écrit sur ce sujet, m'ont montré que si on ne pouvait pas, au départ, souhaiter quelque part être heureux, même si on a l'impression qu'on n'est pas fait pour le bonheur, qu'il nous a été dénié, qu'on n'a aucune chance d'en sortir, qu'on est nul, que tout le monde nous méprise, qu'on est bon à rien, si on n'a pas une certaine bienveillance à l'égard de soi-même, on ne peut évidemment pas en plus avoir cette idée d'un fardeau absolument insurmontable que de se préoccuper des autres.
Et donc dans le bouddhisme, ça correspond à l'idée qu'il faut d'abord identifier au fond du fond de soi-même, même si tout va mal, même si on n'a pas beaucoup d'espoir, que si c'était possible, si seulement c'était possible, on préférerait quand même être heureux que de souffrir, avoir du sens dans l'existence que de ne pas en avoir. Ne serait-ce que d'identifier, reconnaître cela, c'est déjà le début de se dire, bon, si c'est ça, même si tout a l'air d'être fermé, qu'est-ce que je pourrais faire pour progresser? Donc commencer par identifier, ne serait-ce que cette aspiration, si c'était possible, ce ne serait pas si mal de s'en sortir. Et après cela, étape par étape, de construire avec l'aide des autres, avec l'aide de notre propre démarche. Je suis désolé Alexandre, je ne t'ai pas laissé beaucoup de temps. Nous avons quelques minutes avant que les pompiers nous demandent de fermer la salle. Donc, le pompier de service en philosophe. Oui, d'abord, vous remercier tous et grâce à cette soirée, ça donne un élan. Et vraiment, encore merci aux organisateurs, à la Maison 24, à Mathieu, aux bénévoles. Et justement, peut-être pas s'empresser de clore ces discussions et l'habiter. Cette question de l'adolescent, elle nous est posée aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut faire en partant d'ici pour essayer de donner sens à la vie de nos proches? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour que les personnes qu'on côtoie de loin ou de près puissent avoir ce grand amour de la vie qui est vraiment menacé? Parce que dans une société qui exclut à l'adolescence, on est souvent déterminé par le regard de l'autre. Et quel regard on porte sur nos enfants, sur nos proches, sur nos moins proches et sur ceux qui sont sur la touche. Je pense que l'impulsion, elle vient de dedans et du dehors. Je crois qu'il y a des rencontres qui peuvent réanimer une vie, ou plutôt montrer à une vie qu'elle a en elle la beauté. Et je crois que plutôt que d'asséner des réponses, on peut se demander ce soir, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos quotidiens pour que les gens ils aient foi en eux, en l'être humain et en la vie. C'est la grande confiance et comme tu disais Mathieu, il n'y a pas de recette, il n'y a pas une agence de voyage qui nous dirait il y a un chemin à suivre, mais il y a une responsabilité du nous d'aider chacun à trouver sa place. Et sa place à côté des écrasants standards d'une société qui a tendance à mettre de plus en plus de monde sur la touche. Mais heureusement, il y a dans chaque être vivant quelque chose qui résiste à cette tentative d'être réduit au matériel. Et c'est ça le grand espoir, c'est de demeurer sensible à cette qualité qu'il y a en tous les êtres et où qu'on a, y compris et surtout dans les gens qui nous dérangent le plus. Merci. 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 Merci à vous. Merci. Merci. Enfin, merci. Merci. Merci.